Alors, notre prochain conférencier a pour nom M. Dr Fabien Touzeau. Et c'est déjà l'heure de la dernière conférence. J'espère que vous avez apprécié l'ambiance et la célérité de cette conférence. Alors, c'est à son tour maintenant de venir nous parler de thérapie génique des déficits immunitaires primitifs. Après une formation médico-scientifique en immunologie et en pédiatrie, le Dr Touzeau a été médecin responsable du laboratoire de thérapie cellulaire et génique de l'hôpital Necker-Enfants, malade à Paris. Là, j'ai dû le dire tout croche. C'est parfait. Bon, incroyable, la perfection. C'est ce que je fais. C'est moi. Alors, c'était de 2012 à 2016. Non, c'est parce que je me demandais si ça se prononçait Necker. C'est Necker, hein? Oui, c'est ça, oui. C'est suisse. Ah, c'est bien. De ce centre pionnier pour la thérapie génique des cellules souches hématopoïétiques, je l'ai eu, je l'ai travaillé. Il a amené le développement de ces cliniques de thérapie génique pour le traitement de déficits immunitaires primitifs. Dr Touzeau a été recruté par le CHU Sainte-Justine en octobre 2016, où, en parallèle de son activité clinique, il dirige le laboratoire d'immunologie clinique et mène un programme de recherche sur la modélisation et le traitement des maladies immunitaires auto-inflammatoires. Je pense qu'il connaît son domaine. Dr Touzeau, bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vais juste vérifier que... Donc, flèche verte pour avancer les... Parfait, très bien. Donc, je vais vous présenter juste une petite aperçu de la thérapie génique des cellules hématopoïétiques avec une mise en perspective sur la place du traitement, sur les problèmes liés à son développement. C'est un traitement qui a, on va dire, maintenant une vingtaine d'années, on va dire, dans le déficit immunitaire. Dont le développement s'est pavé quand même d'embûches et qui reste encore un traitement, on va dire, d'espoir pour certains patients, mais avec encore beaucoup de choses à régler. Alors la thérapie génique, on en parle depuis, on va dire, depuis un petit moment dans le milieu scientifique. En fait, ça date d'environ 50 ans, puisque la première fois qu'on a évoqué ce concept, en fait, c'est Theodore Friedman, donc un scientifique de San Francisco, qui a abordé ce sujet et émis l'hypothèse qu'il était possible probablement de modifier le génome des cellules d'une personne pour lui permettre de guérir d'une maladie. Et là, déjà, dans cet article qu'il a publié dans la revue Science, il y a à peu près l'ensemble des techniques qu'on utilise encore à l'heure actuelle qui sont envisagées. Donc c'est vraiment, on va dire, un papier vraiment très précurseur. Et il va définir tout un tas d'items qu'on va voir vont être des éléments qui sont très importants dans le développement d'un traitement de thérapie génique. Et on voit encore qu'à l'heure actuelle, ce papier est très... on va dire, très actuel. Donc lui, il imaginait déjà à l'époque, parce qu'il y avait déjà à l'époque des techniques qui permettaient d'envisager ce type d'approche de modification génique. En fait, il imaginait que la correction d'une maladie génétique, quelle qu'elle soit, ça pouvait être une maladie immunitaire, mais ça pouvait être aussi une maladie endocrinienne ou éventuellement une maladie métabolique, cette correction puisse se faire par l'apport en fait, de matériel génétique exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur de la cellule. Alors il imaginait qu'on puisse apporter ce matériel soit par des virus, c'est ce qu'on a fait au tout début des essais de thérapie génique, et il imaginait également qu'on puisse également l'apporter par d'autres moyens, ce qu'on appelle un système d'endocytose. C'est ce qu'on apporte maintenant également avec des techniques qui sont soit des nanoparticules qui permettent d'envelopper le matériel génétique intégré, soit des émulsions lipidiques. Et donc, il avait établi plusieurs points pour lesquels la maladie à corriger pourrait être accessible à ce traitement. Et un des premiers points, c'était de connaître déjà les tenants et aboutissants biochimiques de la maladie. Donc, c'est de savoir ce qui ne marche pas dans la cellule pour pouvoir le corriger de la manière la plus efficace. Et ça reste encore un point qui est très important dans le soin aux patients en utilisant ce type d'approche. Le deuxième point, c'est qu'il fallait connaître l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire savoir quelles sont les atteintes, comment elles évoluent au cours du temps, quels sont les traitements adéquats disponibles
à l'heure actuelle et comment on peut améliorer éventuellement ces traitements ou quel est le bénéfice qu'on peut tirer vis-à-vis de la thérapie génique par rapport aux traitements qui existent. L'autre point, c'était qu'il fallait effectivement, avant de se lancer dans des essais de thérapie génique, et c'est un point qui est capital encore à l'heure actuelle, c'est faire des études préliminaires, alors que ce soit sur des cellules de patients in vitro ou sur des modèles animaux, que ce soit des modèles de souris ou des modèles de singes ou même parfois de chiens. Et ensuite, effectivement, donc, le quatrième point, c'était de s'assurer qu'on était capable, avec le modificateur de gènes, de pouvoir corriger les cellules du patient in vitro, donc dans les boîtes de culture, les éprouvettes. Et en fait, il intégrait également, c'était ça qui était vraiment très important dans son message, c'est qu'il y avait des considérations éthiques et qu'il, en fait, discutait le fait que ce type de traitement et d'approche qui sont à risque, parce qu'on ne sait jamais quel est le recul, enfin quelles peuvent être les conséquences de ce type de traitement à long terme, puisque c'est des nouveaux traitements, qu'il fallait essentiellement le réserver aux patients qui avaient des conditions, qui étaient des conditions de maladie qui étaient les plus sévères et qui pouvaient aboutir au décès de patients. Alors, pour mettre un petit peu, remettre un peu de contexte dans la thérapie génique, ce qu'il faut comprendre et pourquoi la thérapie génique dans le déficit immunitaire, c'est qu'un des traitements du déficit immunitaire, c'est de remplacer la moelle osseuse, donc les cellules souches hématopoïétiques, les cellules qui sont dans la moelle des os longs, par des cellules, donc ces cellules qui sont dysfonctionnelles chez le patient, par des cellules qui vont fonctionner. Et en fait, on sait que le système hématopoïétique, donc les cellules qui sont contenues dans la moelle osseuse, c'est le système qui est à la base du système immunitaire. C'est les cellules qui vont donner naissance à l'ensemble des globules du sang, que ce soit les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs, avec tous les globules blancs qui sont responsables donc, du système immunitaire, que ce soit les lymphocytes ou les cellules granuleuses. Et donc l'idée d'un traitement chez quelqu'un qui a une maladie immunitaire sévère, c'est de remplacer sa moelle idéalement par une moelle fonctionnelle. Et ça, c'est le principe de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, qui est le traitement le plus classique et qui reste le traitement, on va dire, le gold standard curatif pour tout un tas de maladies immunologiques qui sont sévères. Et donc ce traitement, en fait, il a été mis au point dans les années 60 et maintenant on a plusieurs itérations et plusieurs façons d'améliorer ce traitement, mais il reste encore le traitement de référence. Donc le principe, c'est de remplacer les cellules souches hématopoïétiques. Mais pour remplacer ces cellules souches, quand on fait de la greffe, c'est qu'on a besoin de quoi? D'un donneur, et d'un donneur qui est compatible. Et la compatibilité, elle va s'établir, en fait, c'est là, on va dire, un des problèmes principaux, elle s'établit sur une espèce de carte d'identité génétique qui est en fait présente à la surface de tous les globules blancs. C'est ce qu'on appelle le système HLA pour Human Leukocyte Antigen, en fait. Et ce complexe HLA, il y a plusieurs antigènes HLA, plusieurs marqueurs HLA. Et généralement, nous, ce qu'on regarde quand on recherche une compatibilité, c'est qu'on va regarder une compatibilité sur 5 marqueurs qui existent en double chez chaque individu. Il y a une partie des marqueurs qui est héritée de la maman et puis une partie qui est héritée du papa. Et donc, ça fait 10 marqueurs au total. Et donc, on comprend bien que, par exemple, si on cherche un donneur dans une famille, et ben, comme chacun des enfants a hérité de la moitié des marqueurs de sa mère et de son père, on a en pratique une chance sur 4 de trouver quelqu'un de compatible dans la famille quand on veut faire une greffe de cellules souches hématopoïétiques. C'est un petit peu différent pour les sangs de cordon, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. C'est juste pour vous expliquer un petit peu le principe. Donc le souci, en fait, c'est de trouver un donneur compatible, ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand on ne trouve pas dans la famille, d'accord, on peut aller chercher dans les fichiers de greffe, donc avec des fichiers qui comportent des donneurs qui sont prêts à donner leurs cellules souches hématopoïétiques. Et la probabilité de trouver un donneur, elle va dépendre énormément, en fait, on va dire, l'origine ethnique
des patients, parce qu'il y a des groupes de population dans lesquels on a plus de donneurs, ou alors des groupes pour lesquels certains marqueurs génétiques sont beaucoup plus rares, et donc ça va rendre les choses compliquées. Donc on peut se retrouver dans des situations où on n'a pas de donneurs compatibles, ce qui va compliquer les choses. Pour quelle raison? C'est que la greffe de cellules souches hématopoïétiques, en pratique, c'est un traitement où on va donc remplacer la moelle. Pour remplacer la moelle, on est obligé de passer par une étape qui est un traitement, ce qu'on appelle un conditionnement, donc qui comporte un traitement soit de chimiothérapie, soit de radiothérapie, soit de radiochimiothérapie. En pratique, en déficit immunitaire, on utilise surtout de la chimiothérapie qui va permettre de détruire la moelle du patient et puis qui va laisser la place pour les autres cellules de la moelle, donc du donneur, qu'on va tout simplement injecter et qui vont retrouver leur chemin à travers la circulation sanguine et aller repopuler donc la moelle osseuse. Le problème de ça, c'est que le traitement de chimiothérapie, malheureusement, il a de la toxicité. Alors on contrôle cette toxicité de mieux en mieux à l'heure actuelle parce qu'on a la capacité de mesurer l'intensité de la chimiothérapie administrée, de la mesurer dans le sang et puis d'adapter en fait cette chimiothérapie, les doses de chimiothérapie au patient qui va recevoir le traitement. Le point qui est compliqué avec la greffe, c'est que vous allez injecter des cellules, donc qui sont les cellules souches hématopoïétiques, mais dans ces cellules-là, il y a aussi des cellules qui sont déjà un petit peu différenciées, donc des globules blancs, des lymphocytes qui ont été éduqués dans un corps qui n'est pas le leur et donc qui vont se retrouver dans un corps qui n'est pas le leur et qui peuvent malheureusement réagir de temps en temps. C'est ce qu'on appelle un conflit immunologique et ce qu'on appelle nous classiquement la maladie du greffon contre l'autre, c'est-à-dire que c'est une partie du greffon, des cellules de la greffe qui va réagir contre le corps du donneur et ça va donner des manifestations sur la peau, sur le tube digestif. Ça, pour prévenir ça, on a la possibilité de traiter le greffon de certaine manière. On peut donner des médicaments également pour prévenir ce rejet, qui sont essentiellement des traitements immunosuppresseurs. Et le problème de ces traitements immunosuppresseurs, c'est qu'ils peuvent favoriser la survenue d'infections dans cette période qui est à risque majeur pour le patient. Donc pour éviter en fait ce type de complications et surtout en fait le conflit immunologique, l'idée ça a été de se dire pour éviter ce problème-là, on va utiliser les cellules propres du patient et tenter de les corriger. Et donc ça c'est le principe de la thérapie génique où en fait on va extraire les cellules hématopoïétiques du patient, soit en le prélevant dans la moelle osseuse, soit en mobilisant les cellules avec des drogues et on va venir les récupérer à l'aide d'une machine qu'on appelle une machine d'aphérèse et on va les extraire. Ces cellules, on va les isoler et puis on va les modifier. Alors il y a plusieurs moyens de modification. On peut utiliser un virus qui va porter le gène correcteur. On peut utiliser également maintenant des enzymes qu'on appelle des enzymes des nucléases, comme le CRISPR par exemple, qu'on va introduire dans les cellules hématopoïétiques et qui vont entraîner modifier directement les cellules hématopoïétiques. Et une fois qu'on a fait cette modification qui se fait donc ex vivo à l'extérieur du corps dans des pièces de culture particulières, une fois qu'on a fait cette modification, on va réinjecter donc les cellules avec la plupart du temps un conditionnement de chimiothérapie parce qu'on a besoin justement de laisser de la place à ces cellules corrigées par rapport aux autres cellules dans la plupart des cas. Donc la thérapie génique a vraiment débuté vraiment dans les années 90 et les premiers, on va dire le premier patient qui a été traité par une thérapie génique, c'est un patient qui avait une maladie immunitaire, donc un déficit immunitaire combiné sévère, qui est ce qu'on appelle un SCID-ADA, donc un SCID par déficit dans l'adénosine des amylases. Et là, le principe a été de ne pas modifier en fait les cellules souches hématopoïétiques, mais en fait, ce qu'on a modifié, c'est les lymphocytes circulants qui étaient présents en faible nombre, et donc on leur a apporté en fait avec une transduction l'antiviral, c'est-à-dire qu'on a utilisé un virus pour apporter le gène défectueux. Alors on a modifié ces cellules en laboratoire et puis on a fait plusieurs injections à la patiente et on s'est aperçu qu'en fait ces cellules elles étaient capables de persister, alors pas très longtemps parce qu'on n'avait pas touché aux cellules souches proprement dites, mais on arrivait à les faire perdurer et à les faire maintenir, donc à les rendre, on va dire, efficaces contre les infections chez cette patiente. Donc ça c'est le premier patient traité dans les années 90. Et par la suite, donc, ce qui a été décidé, c'est de se dire, plutôt que de modifier les cellules en périphérie, parce que parfois il n'y en a pas chez les patients avec déficit immunitaire combiné sévère, on va
traiter les cellules souches hématopoïétiques, et ça a amené au développement du premier essai de thérapie génique qui a eu lieu en pratique dans 3 endroits différents, aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et le premier SCID qui a été traité, c'est le SCID, c'est le déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X, le SCID X1. Et donc l'idée, en fait, était de prendre les cellules souches hématopoïétiques en prélevant ces cellules souches chez le donneur, chez le patient, et les modifier donc en les infectant avec un virus qui contenait en fait le gène manquant, qui était le gène du récepteur de l'IL2. Donc le déficit immunitaire combiné sévère, c'est par mutation en fait de la chaîne gamma-C du récepteur à l'IL2, c'est le déficit immunitaire combiné le plus fréquent. Sévère le plus fréquent, c'est 30% des SCID, et en fait ça aboutit à un défaut de fabrication de certains lymphocytes, les lymphocytes T et les NK, parce qu'on a un défaut justement d'un récepteur, d'une hormone qui est nécessaire donc, au développement de ces lymphocytes. Et on avait déjà une preuve en fait chez un patient que ce système pouvait fonctionner, c'est qu'on avait identifié quelques années auparavant un enfant qui était né avec une déficience sévère et qui, au cours de son évolution, en fait, avait créé de lui-même, on ne sait pas par quel mécanisme, mais une mutation qui avait corrigé l'anomalie génétique. Et en fait, il avait, suite à cette mutation, pu reconstituer un pool complet de lymphocytes T, et il s'était guéri en pratique lui-même de ce déficit immunitaire. Donc c'était vraiment la preuve in vivo que le concept fonctionnait. Donc ce qui a été décidé de faire de cet essai, c'est de traiter des patients, et en fait on a eu très rapidement, je vous dis au bout de 2 ans, de l'efficacité, mais un premier, on va dire, cavite, premier problème, c'est qu'on s'est aperçu, en fait il y a des patients, en fait sur les 10 patients traités, il y a 5 patients qui ont développé des leucémies. Alors il y a 4 patients qui les ont développés dans les 2 premières années, et puis un patient qui l'a développé beaucoup plus tard, on va dire 15 ans après. Et en fait, ces leucémies ont été malheureusement en fait déclenchées par le traitement de thérapie génique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que le virus qu'on utilisait pour corriger le déficit, en fait, était capable de s'intégrer, donc ce qu'on voulait dans le génome, mais il s'intégrait au niveau, à proximité de gènes qui étaient des gènes qui contrôlaient en fait le cycle de division des cellules, ce qu'on appelle des oncogènes en langage hématologique. Et en fait, le virus était capable de réactiver ces gènes à distance. Et ce qu'on s'est aperçu chez les patients, c'est qu'ils réexprimaient en fait des gènes de leucémie. Alors ces patients qui ont développé une leucémie, malheureusement, après le traitement, ils ont été traités de leur leucémie. Et à l'heure actuelle, en dehors d'un qui malheureusement est décédé parce que sa leucémie était chimio-résistante, les 4 autres ont été guéris et donc sont à l'heure actuelle guéris de leur leucémie et du déficit immunitaire. Et donc suite à cet événement, qui était un événement quand même grave, qui n'avait pas été prévu en plus par les études chez la souris qui avaient été réalisées préalablement, il a été décidé de mettre en fait un haro sur les essais de thérapie génique. Et c'est en fait ce blocage a duré à peu près une dizaine d'années. Et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, comment peut-on le prévenir? Et c'est ce qui a été étudié et discuté après. On sait ce que je vous expliquais, on a compris le mécanisme qui entraînait le développement de la leucémie chez ces patients, et on s'est aperçu que c'était lié à la construction du type de virus qu'on utilisait. Donc ce qui a été décidé de faire, c'est de modifier le virus et de faire en sorte qu'il s'intègre ailleurs et qu'on puisse circonscrire l'expression du gène correcteur vraiment à la région dans laquelle il s'était intégré. Et donc c'est les travaux qui ont été faits par plusieurs groupes, dont le groupe de Luigi Naldini, pour essayer d'améliorer un petit peu la structure des virus. Et ce qui a été fait en fait en pratique, c'est de fabriquer des virus recombinants à partir de virus, essentiellement virus du HIV, qui permettaient une intégration sécuritaire sans événements oncogéniques.
Et donc par la suite, après cette modification, qu'est-ce qui s'est passé? On a repris un essai de thérapie génique à l'aide de ce nouveau virus. Pareil dans les 3 centres qui avaient débuté le traitement. Et donc ça, c'est l'essai numéro 2 où on a décidé de traiter avec le virus modifié des patients qui avaient la même maladie en réservant vraiment ce traitement à des patients qui avaient pas de donneur identifiable et qui avaient une infection active sévère. Et donc on n'avait pas le temps de procéder à l'autre traitement classique qui est la greffe de cellules souches hématopoïétiques, généralement avec les parents quand on n'a pas de donneur. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et en fait, on a eu la chance de traiter 4 patients supplémentaires. Et ce qu'on s'est, entre guillemets, amusé à faire, c'est de regarder un petit peu comment tous les patients par thérapie génique avaient évolué après le traitement et de les comparer à des patients qui n'avaient pas pu bénéficier du traitement et donc qui avaient été greffés avec leur père ou leur mère, ce qu'on appelle des greffes haploïdentiques à moitié identiques. Et donc c'est une étude qu'on a fait à Paris en collaboration avec les collègues anglais et on a mis en évidence qu'en fait en pratique les groupes étaient assez homogènes, mais c'est surtout que quand on regardait les effets secondaires potentiels, en dehors donc, de la leucémie qui avait été le problème du premier essai qu'on ne retrouvait pas chez les patients traités par le deuxième essai, on ne retrouvait plus aucun problème en fait de dysimmunité chez ces patients, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de maladie du greffon contre l'autre et puis on n'avait pas non plus de maladie auto-immune post-greffe, enfin post-thérapie génique. Donc c'était un gros point positif de ce traitement et on s'apercevait également, donc en dehors du problème effectivement de leucémie qui était réglé, c'est que les enfants qui avaient été traités par thérapie génique, en pratique, ils avaient des durées d'infection, ici c'est les infections BCG qui étaient plus courtes que les patients qui avaient été traités par allogreffe de moelle et que le nombre de jours d'hospitalisation de ces enfants après la greffe était considérablement réduit. Et en regardant donc la reconstitution immunitaire avec différents paramètres, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, les patients qui étaient traités par thérapie génique, ils avaient une meilleure reconstitution immunitaire que les patients traités par greffe haploïdentique à court terme et également à long terme quand on regardait la correction 5 ans après, même quand on incluait les patients qui avaient eu une leucémie aiguë lymphoblastique et qui avaient été traités par chimiothérapie. Donc les principales leçons en fait de cet essai, c'était de se dire qu'effectivement on avait eu quand même quelques succès, on savait que ce traitement était faisable en tout cas chez les patients avec déficit immunitaire, qu'il était probablement supérieur aux traitements classiques qui sont la greffe en haploïdentique, mais ce que nous avait appris l'essai, c'est qu'effectivement, il y avait un problème de génotoxicité du virus et donc ce qui a mené à poursuivre le développement de nouveaux virus qu'on appelle des virus atténués et éventuellement en fait, le développement de méthodes d'approche différentes pour apporter le matériel de correction. Et ensuite, un des points que nous a appris ce protocole, c'est que dans ce protocole-là, les patients ne recevaient pas de chimiothérapie et donc on faisait juste, entre guillemets, l'injection des cellules souches hématopoïétiques, ce qui permettait de corriger une partie du déficit immunitaire, mais pas le déficit au complet. Et donc là, à l'heure actuelle, maintenant, les patients avec ce type de déficit immunitaire, ils vont recevoir des chimiothérapies de faible intensité, juste pour laisser suffisamment de place aux cellules corrigées pour qu'elles s'installent et puis qu'elles puissent poursuivre leur reconstitution. Donc, comment améliorer la thérapie génique? C'est un peu le motif qui a été travaillé le plus ces 10 dernières années. Et si on reprend le schéma de Friedman, et en fait, le travail de développement sur la thérapie génique, il s'est fait à tous les niveaux. Déjà, au niveau des virus, je vous avais expliqué que effectivement, on avait développé des virus qui étaient capables de s'intégrer dans le génome sans produire d'événements de type leucémie, mais il y a des gens qui ont travaillé sur l'enveloppe et qui continuent de travailler sur l'enveloppe du virus pour essayer de faire en sorte que le virus infecte uniquement certains types de cellules. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Il y a des personnes qui travaillent encore à l'heure actuelle sur le fait d'apporter le matériel correcteur par d'autres types de moyens que le virus, c'est-à-dire l'électroporation, les émulsions lipidiques. Et ensuite, il y a des gens qui travaillent sur d'autres moyens de correction
correction que l'intégration d'un virus ou du matériel génétique, c'est-à-dire le fait de corriger de manière spécifique une anomalie génétique. Et donc ça, c'est tout le travail qui a été fait par les enzymes de restriction qu'on appelle, enfin les enzymes de correction, les nucléases qu'on appelle initialement c'était les TALEN, ainsi de suite. Maintenant, c'est le CRISPR, et on va discuter également un peu de prime editing, qui est une nouvelle technologie qui permet de corriger de manière encore plus précise le génome. Ensuite, il y a des gens également qui travaillent sur le fait de pouvoir exprimer le gène correcteur uniquement dans certaines cellules en travaillant sur ce qu'on appelle le promoteur. Donc c'est la séquence génétique qui permet de déterminer l'expression du gène. Et donc il y a des gens qui développent, des groupes qui développent des promoteurs spécifiques pour exprimer des cellules dans certains types de cellules, des cellules musculaires, certains types de lymphocytes et autres. Donc et ensuite, le dernier point, c'est le travail sur la cellule à modifier en général. Je vais vous montrer quelques exemples parce qu'on a parfois quelques surprises et on a eu des échecs de traitement de thérapie génique dans certaines conditions parce que la cellule modifiée, en fait, avait subi tellement d'altérations à cause de la maladie de base que la correction en fait n'était plus possible, ou alors ce qu'on corrigeait c'était plus des cellules souches hématopoïétiques. Donc le choix et le développement du virus pour les essais qui utilisent encore les virus. Maintenant, avant on utilisait essentiellement des rétrovirus, donc le virus par exemple du premier essai de thérapie génique du SCID. Maintenant on a accès à tout un tas de virus différents, donc que ce soit l'adénovirus, les virus adéno-associés, les herpès virus, ainsi de suite. Et chaque virus, on va dire, a ses avantages, ses inconvénients, que ce soit en termes de cellules cibles, de facilité à infecter une cellule, et également de quantité de matériel génétique que le virus peut transporter. Et donc, il y a différents types de virus qui sont utilisés pour différents types d'essais de thérapie génique. Par exemple, dans les maladies neuromusculaires, ils utilisent essentiellement des adéno-associés virus qui sont capables d'infecter les cellules neurologiques de manière beaucoup plus efficace que les rétrovirus ou que les lentivirus. Je vous ai parlé du travail sur les enveloppes de virus. Ça, c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant. C'est qu'on a travaillé sur différents types d'enveloppes en utilisant des enveloppes soit de virus du singe, soit des enveloppes des oreillons, de la rougeole, excusez-moi, qui sont capables, en fait, justement, d'infecter de manière plus efficace certains sous-types cellulaires, que ce soit les cellules souches hématopoïétiques ou les lymphocytes T, quand on veut apporter la correction uniquement dans les lymphocytes. Il y a d'autres personnes qui font des protéines, on va dire ce qu'on appelle des protéines de fusion, qui sont des protéines qui permettent d'exprimer différents types de molécules qui permettent de cibler de manière spécifique des cellules. Et là, vous avez un exemple, par exemple, là, en vert, c'est une transduction spécifique, donc une infection spécifique de cellules de la crête neurale dans un embryon de souris. En fait, on a désigné une enveloppe de virus qui permet au virus d'infecter uniquement ces cellules-là de manière spécifique. Et donc, on voit l'expression du gène correcteur uniquement dans ces cellules-là. Donc ça, c'est des voies qui sont à l'heure actuelle encore explorées. Pour ce qui est de l'édition génique, donc c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue, et donc on va effectivement parler. L'édition génique, le but, c'est justement donc de corriger l'anomalie génétique directement in situ au niveau du gène qui est malade. Alors pour ça, on va utiliser des enzymes en fait qui vont en pratique couper l'ADN. Et pour couper l'ADN, en fait, une fois que l'ADN est coupé, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une réparation de l'ADN parce qu'il y a des systèmes de réparation dans la cellule qui permettent de réparer cette coupure. Il y a deux types de systèmes de réparation de l'ADN. Il y en a un qu'on appelle la ligation non homologue des extrémités qui va réparer la coupure, mais de manière, on va dire, imparfaite, et donc elle va introduire des erreurs. Et donc ça, c'est le système de réparation que généralement on veut éviter.
parce que ça peut entraîner des modifications du gène qui est coupé. Le mécanisme qu'on privilégie quand on fait l'édition génétique, c'est ce qu'on appelle la recombinaison homologue. Et en fait, cette recombinaison homologue, c'est un mécanisme de réparation qui va utiliser un template, donc un guide de réparation. Donc généralement, ce qu'on apporte, c'est qu'on apporte une séquence génétique corrigée à côté qui va servir de guide au système de réparation et qui va permettre de réparer le gène de la manière dont on veut. Un des problèmes, c'est que, en tout cas pour les cellules souches hématopoïétiques, c'est que le mécanisme de réparation privilégié de ces cellules, c'est la ligation non homologue des extrémités, c'est pas la recombinaison homologue. Donc tout ce qui est tout le travail sur la thérapie génique par CRISPR à l'heure actuelle travaille en fait sur le développement de moyens pour forcer en fait les cellules souches hématopoïétiques à utiliser ce moyen de réparation pour corriger au maximum le nombre de cellules. Donc il y a différentes enzymes, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui permettent de faire ce qu'on appelle le gene editing, l'édition génique. Donc on avait l'étalène initialement, les méganucléases et autres. Maintenant on utilise essentiellement le CRISPR qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus simple à utiliser parce qu'on peut, on peut vraiment choisir n'importe quel type de séquence proche de l'endroit où on veut couper pour pouvoir corriger le gène. Et il y a beaucoup de travail qui ont été faits sur les CRISPR, de mutagénèse pour essayer d'améliorer le système de coupure, de permettre d'augmenter la spécificité en fait de ces molécules pour qu'elles coupent vraiment à l'endroit qu'on veut et pas ailleurs, et d'autres modifications, je vous expliquais, qui permettent de forcer la réparation par le phénomène de recombinaison homologue. Alors, ce que je vous expliquais, donc les vrais challenges en fait pour ce type d'approche, c'est essentiellement d'augmenter la coupure et augmenter la réparation par recombinaison homologue, ce qui est notre but ultime et qui permettra à terme, si on l'espère, en fait, de corriger le maximum de cellules, parce que pour l'instant, en édition génique, modification très précise, dans les cellules souches hématopoïétiques, le maximum de correction est entre 60 et 70%, ce qui est parfois, pour certaines maladies immunologiques, encore insuffisant. Un autre mécanisme de réparation qui est en vogue et qui a été développé il y a encore juste 2-3 ans, c'est ce qu'on appelle le prime editing et qui est en fait une variante de CRISPR. Je vous en parle parce que c'est probablement une des techniques qui sera probablement utilisée le plus dans les années à venir. La différence par rapport au CRISPR du prime editing, c'est qu'en fait on a fusionné l'enzyme qui coupe avec une enzyme qui permet de synthétiser de refabriquer en fait l'ADN coupé directement. Et donc ça permet en fait de passer outre les phénomènes, le système de réparation de l'ADN, et ça permet d'augmenter considérablement la réparation. Et avec ce type de système, quand le système est optimisé, on arrive à corriger pas loin de 90% des cellules, ce qui est vraiment très bon. Et donc ça, c'est on va dire l'avenir de ce type de modification génétique. Il y a encore beaucoup de travail sur l'amélioration en fait, de l'efficacité du prime editing. C'est essentiellement des modifications soit de l'enzyme, soit du guide qui permet de modifier le génome. Et donc ça, c'est des choses, un travail qui est encore en cours et qui va porter ses fruits probablement dans les années qui viennent. Le dernier point dont je voulais vous parler, excusez-moi, arrière, c'est sur les cellules à corriger. Ça, c'est un point qu'on a vraiment sous-estimé en thérapie génique et surtout en thérapie génique du déficit immunitaire. C'est qu'en fonction de la pathologie, on peut avoir des cellules souches hématopoïétiques qui sont altérées. Et là, je vais vous montrer un exemple. Donc ça, c'est un exemple d'un patient en fait qui a une granulomatoseptique chronique. Et en fait, la granulomatoseptique chronique, c'est une maladie où les patients ont un défaut
d'oxydation de certains globules blancs qui fait qu'ils sont en fait susceptibles à des infections sévères, à staphylocoque ou à champignons, et ces patients peuvent mourir de ces infections. Ils ont en plus de ça un tableau de maladies inflammatoires qui est lié également au déficit, et cette inflammation chronique en fait altère le compartiment des cellules souches hématopoïétiques. Et là vous avez un exemple en fait de comparaison, c'est qu'on a pris de la moelle d'un enfant qui donnait sa moelle pour son frère, donc un donneur sain, et un donneur et un enfant avec une granulomatocyte chronique. Et en fait, le profil normal des cellules souches hématopoïétiques, il est à ce niveau-là. Et là, vous voyez que vous en avez quasiment 4 fois moins. Donc ça veut dire que vous partez quasiment avec 4 fois moins de cellules souches hématopoïétiques chez un patient. Pour tenter une correction, vous êtes dans une situation qui est déjà beaucoup plus compliquée. Donc là, sur ce genre d'approche, on se dit il y a probablement quelque chose à faire chez le patient avant de procéder à ce type de traitement. Un autre exemple, c'est un patient qui a une maladie de Wiskott-Aldrich. Et là, pareil, en fait, il a un compartiment, de cellules souches hématopoïétiques qui est très réduit par rapport à un contrôle avec juste 6% de cellules souches hématopoïétiques. Donc, enfin non, excusez-moi, hop là, je dis n'importe quoi. Ça, c'est le contrôle. Le contrôle a 6% de cellules souches dans l'ensemble des cellules qu'on a analysées, et le patient, il a moins de 1% avec déjà des cellules qui sont engagées dans les progéniteurs myéloïdes. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut éventuellement poser problème quand on procède à la modification. Et en fait, là, je vous donne un exemple de comment on peut arranger ce type de choses. C'est un exemple qui a, on va dire, qui est hors déficit immunitaire, mais c'est un exemple de patient qu'on a traité par un protocole de thérapie génique pour la thalassémie. Les patients thalassémiques, ils ont une moelle qui produit énormément de progéniteurs de globules rouges. Et en fait, ils ont un défaut en fait, ils ont leurs cellules souches hématopoïétiques qui sont déjà engagées vers la production de globules rouges. Donc, quand on les récupère, elles sont déjà plus vraiment des cellules souches hématopoïétiques. Et donc, ce qu'on avait mis au point, en tout cas chez ces patients-là, c'était un protocole qui était très simple. C'est ce qu'on fait chez certains patients drépanocytaires ou thalassémiques qui sont très malades, c'est de leur faire un protocole d'hypertransfusion. Et donc, avec ce système d'hypertransfusion, en fait, vous récupérez les cellules souches là, qui sont lineage négatives, et c'est des 38 négatives, en faisant ça c'est le même patient, avant son protocole d'hypertransfusion et après, et donc on peut récupérer par ce biais-là, en fait, des cellules souches qui ont un potentiel, on va dire, souche plus important que les cellules, que les cellules récupérées chez le patient non hypertransfusé. Et ça permet d'améliorer la correction génétique et ensuite d'améliorer le pronostic après le traitement de thérapie génique. Et donc, si on reprend un peu l'historique du traitement de thérapie génique, on s'est aperçu qu'en fait, il y a eu quand même un début qui a été un petit peu compliqué, mais dans le temps, ça, je vous avais dit, les premières greffes de cellules souches, ça date des années 60. Première greffe de patients de cellules souches chez un patient SCID, ça date de la fin des années 60. Et le développement, en fait, de toutes les techniques d'intégration virale s'est fait depuis le milieu des années 70 jusqu'à encore aujourd'hui. Et en fait, le développement de la thérapie génique, il s'est fait de manière parallèle à tous les progrès qu'on a eus, que ce soit les progrès de sélection des cellules souches hématopoïétiques, les progrès de conditionnement de greffe et le travail sur le transfert de matériel génétique dans les cellules. Et donc là, on a vu on avait commencé les essais de thérapie génique dans le SCID dans les années 90. On a embrayé ensuite sur les maladies métaboliques, ensuite les maladies qu'on appelle les désordres de l'hémoglobine. Et là, on est à l'heure actuelle, depuis quasiment 2015, en fait, dans l'âge de l'édition de gènes. Et c'est probablement vers ce type d'approche que la plupart des traitements vont être développés. Et en résumé, là, je vous ai listé l'ensemble des traitements
qui ont été soit en protocole, soit qui sont maintenant acceptés par certaines sociétés comme la Société européenne de médecine et qui sont en fait reconnus par les agences de médicaments. Donc vous avez dans les traitements qui visent les cellules souches hématopoïétiques, vous avez la thalassémie qui est déjà en fait approuvée par la FDA et donc par l'Agence du médicament de l'Europe. Vous avez l'anémie falciforme également. Vous avez le Viscotaldrich qui a été un traitement thérapie génique qui a été mis au point dans les années 2010 et pour l'instant qui a une efficacité certaine mais qui n'a pas encore eu son approbation, que ce soit par la FDA ou par l'agence européenne. Le SCID, le traitement du SCID, du déficit par adénosine déaminase du SCID, c'est un traitement qui est déjà reconnu par la FDA et par l'agence européenne. Et vous avez d'autres maladies non immunitaires qui sont des maladies métaboliques pour lesquelles certains traitements ont déjà reçu une appellation de médicaments orphelins. Donc les choses sont vraiment lancées et là on est vraiment dans l'amélioration des protocoles de traitement et c'est surtout le choix et la détermination du choix du patient parce que parallèlement au développement de ces traitements de thérapie génique, on a fait également des progrès dans les traitements de greffe et à l'heure actuelle la décision c'est de savoir quel patient va bénéficier plus d'un traitement de greffe ou d'un traitement de thérapie génique. Et c'est surtout un autre problème également qui surgit à l'heure actuelle, et ça c'est un autre débat encore, mais un problème économique, parce que les traitements de thérapie génique sont des traitements qui coûtent cher, du développement jusqu'on va dire à l'accessibilité aux patients. Alors les premiers développements de traitements, ils ont été mis au point essentiellement, et ça continue encore, par l'académique, donc par des universités, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et le problème, c'est qu'on s'est aperçu que le maintien de ces traitements et le maintenir accessible pour les patients nécessitait un passage quasiment obligatoire par en fait l'industrie, mais que l'industrie en fait se retrouve dans une situation, en fait, elle a peu de patients à traiter par ce traitement-là et se pose un problème pour eux de rentabilité. Et donc, on s'est retrouvé avec des traitements qui avaient été passés à l'industrie et pour lesquels, en fait, les protocoles ont été arrêtés parce que non rentables pour l'industrie, on se retrouve avec l'impossibilité de traiter des patients. Donc, il y a besoin, très probablement, et ça, c'est un travail qui se fait au niveau des agences gouvernementales, ici et également au Canada, c'est d'arriver à dessiner ce que pourrait être l'accès et la promulgation de ce type de traitement aux patients pour que ça puisse bénéficier aux patients sans que ça soit quelque chose de complètement intenable pour un système de santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. J'espère que ça a été clair. Bonjour. Est-ce qu'il faut... Oh oui, ça fonctionne. Merci beaucoup pour la présentation. C'était, mon Dieu, très intéressant et très enrichissant. Ça me ramène un peu dans mes... une couple d'années où est-ce que j'étais chercheur aussi, donc ça me replace un peu dans mon... bref, ma question, c'est par rapport à la dernière slide, justement, où est-ce que vous présentez... certains des médicaments qui ont été approuvés par la FDA et l'EMA. Puis d'ailleurs, j'en ai parlé un peu dans ma conférence un peu plus tôt. Est-ce qu'il y en a quelques-uns de ces médicaments-là qui ont été approuvés par CADET ou par l'INES au Québec? Par l'agence canadienne ou l'agence québécoise? Oui, alors en pratique, nous, je dirais que pour l'instant, non, en fait, en pratique. Mais je dirais que les traitements... non, c'est pas vrai. L'antivirus ADA, il est approuvé par l'agence canadienne. Le souci qu'on a à l'heure actuelle, je vous dis, c'est effectivement le passage au support industriel. Et on a eu des soucis en fait avec ça, c'est-à-dire que le médicament était disponible à un moment et en fait la compagnie qui assurait la transformation des cellules et ensuite
nous renvoyer le greffon, en fait, à arrêter de faire ce type de traitement-là. Donc on est en train de rediscuter au sein du consortium de traitement des déficits immunitaires comment on peut redonner accès à ces patients. Nous, on a des patients, par exemple, on avait un patient qui avait un SCID ADA qui était en attente de ce traitement-là, et en fait, il y a eu un échec de la transformation, et puis l'essai s'est arrêté dans les suites, et on s'est retrouvé mal pris avec l'enfant qui était en attente depuis un petit moment. Et donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû finalement le greffer, en fait. Donc là, le médicament est approuvé, mais le problème, c'est l'accessibilité aux médicaments. Mais une fois que c'est accepté, en pratique, par la FDA, Santé Canada s'aligne assez facilement. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les patients québécois ou même canadiens qui sont éligibles éventuellement à un traitement par thérapie génique, et bien en fait, on les envoie dans le centre référent qui travaille soit au niveau académique, soit avec l'industrie pour être traités. Ce qui a été fait pour l'ensemble des patients avec les SCID ADA, essentiellement au Québec. Là, pour l'instant, on est en train d'essayer de travailler sur il y a des essais qui vont être mis en place. Au Canada, il y a un essai pour le SCID lié à l'X, d'accord, pour lequel la compagnie qui va mener l'essai a ouvert un site donc à Sainte-Justine. Donc on est ouvert, mais pour l'instant le protocole n'a pas débuté. Donc pour l'instant il y a encore beaucoup d'essais qui sont comme ça sur, on va dire, qui sont pré-marketing et qui seront probablement transformé en ce qu'on appelle un médicament, même si j'aime pas ce terme-là, parce que ça ressemble vraiment pas à un médicament. Et le terme, en fait, un des soucis de la réglementation à l'heure actuelle, c'est que elle est trop stricte et pas adaptée, en fait, à ce type de traitement. D'accord. C'était un désir de la FDA, de l'IMA également, donc en Europe, d'avoir une régulation qui était un peu plus importante, ce qui était nécessaire parce que les premiers essais, je vous dis, moi pour les avoir vécus, c'était un petit peu cow-boy, okay, c'était compliqué, mais là l'idée c'était d'assurer la meilleure qualité possible, mais ils ont décidé d'appliquer en fait des normes réglementaires qui sont des normes réglementaires du médicament, et en fait il n'y a pas plus différent, il n'y a pas plus différent d'un médicament qu'un produit de thérapie cellulaire, donc des cellules souches hématopoïétiques. Il n'y a pas possibilité d'avoir des normes strictes sur ce type de produit. Donc c'est ça qui est compliqué et qui rend en plus le développement de ces approches très difficile pour les personnes de l'académie, comme moi ou d'autres en fait. C'est qu'on se retrouve sur des surcoûts parce que la chape réglementaire est beaucoup trop imposante pour nous, en fait. Merci pour la réponse. Puis j'ai peut-être une dernière question. Parmi la liste des maladies qu'on voit là, est-ce que c'est des maladies qui affectent la personne plus sur le court terme, le long terme? Est-ce que dans le fond, ces patients-là qui sont atteints de ces maladies-là ont une chance de survie quand même bonne ou une qualité de vie quand même assez bonne sur le long terme sans traitement? C'est une très bonne question. Pour les SCID, sans traitement, c'est-à-dire sans greffe, sans rien, la durée de vie elle est de moins d'1 an. Donc c'est pas viable. Donc c'est pour ça qu'effectivement le traitement a son indication. Je vous dirais ensuite, c'est vrai que, et je reviens sur la dernière remarque que j'ai faite, c'est que la greffe de cellules souches hématopoïétiques, la greffe de moelle, a vraiment fait d'énormes progrès. On voit d'année en année. Les choses qui ont permis également les progrès de la greffe, c'est le fait qu'on a accès au dépistage. Donc le dépistage, par exemple, du SCID, il n'est pas encore accessible là tout de suite à l'heure à laquelle je vous parle au Québec, mais il va être accessible en octobre. On commence le rodage en octobre, il sera complètement accessible à partir de décembre. Et on s'est aperçu, en tout cas en discutant avec les collègues en Europe ou aux États-Unis, que ce qui a vraiment modifié la qualité de greffe et de la qualité de réponse à ce traitement, c'est le fait de pouvoir dépister les patients avant qu'ils s'infectent et avant qu'ils soient trop mal. Et ça, le dépistage, ça a été vraiment un game changer pour tout le monde autour de la planète. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Juste une petite question par rapport aux thérapies géniques. On en parle dans le cas des patients qui sont malades. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable, par exemple, 2 parents qui seraient porteurs d'un gène fibrose cystique,
donc le risque d'avoir un enfant atteint de cette maladie-là est fort. Si les parents ils se feraient eux-mêmes une thérapie génique pour éviter justement de transmettre ça, est-ce qu'on peut monter plus haut que la maladie? C'est une excellente question. Là, vous rentrez dans il y a un peu de science-fiction, mais en fait, un des points difficiles, les plus compliqués pour la thérapie génique, c'est la dimension éthique et en fait la dimension de savoir est-ce que le traitement qu'on va faire est bénéfique à une personne. Parce que là, vous parlez de traiter quelqu'un qui va être porteur du gène et qui est asymptomatique. Et là, aurait-il un bénéfice à avoir ce traitement? Là, il faudrait en plus probablement peut-être juste besoin de modifier entre guillemets ces cellules. Ces cellules, je vous dis, germinales, en fait, ces gamètes, plus que la personne en tant que telle. Donc c'est un vrai débat, je vous dirais. La question, c'est est-ce qu'on peut éventuellement placer ce traitement en amont, c'est-à-dire en amont de la naissance. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent se discuter, c'est-à-dire faire de la conception in vitro, modifier l'embryon. Mais ça, pour l'instant, c'est des choses qui ne sont pas autorisées, en tout cas, clairement, puisqu'on n'a pas le droit de toucher à faire de la modification génétique des embryons. C'est interdit par la législation. Donc, on peut faire ce type de modification uniquement une fois que la personne est née en pratique. Ce qui est arrivé de faire, pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, c'est, par exemple, moi j'ai le souvenir d'un enfant chez qui, en fait, on a fait un diagnostic anténatal sur une amniosynthèse de déficit combiné sévère, parce qu'en fait, il avait un frère ou une sœur qui avait été atteint et greffé. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait une greffe in utero, parce qu'en fait, ils avaient besoin d'aller faire un prélèvement chez la mère. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au moment où ils ont fait le prélèvement au niveau du placenta, ils ont injecté le greffon dans la veine ombilicale. Et l'enfant a été greffé, en fait, in utero. Donc, c'est proche, je vous dirais, de la science-fiction, mais c'était quelque chose qu'on avait possibilité de faire parce que, en fait, l'enfant, on connaissait déjà le diagnostic et donc il est né, en fait, déjà greffé et il n'a pas eu besoin de faire de greffe par la suite. Donc ça, on va dire, c'est presque un plus. Mais la correction de l'anomalie génétique chez les parents, c'est quelque chose qui me paraît très inaccessible encore. C'est une bonne question. Excusez-moi, je me demandais s'il y avait des effets secondaires à recevoir ce produit, à part l'échec, que ça ne fonctionne pas. Comme moi, j'ai travaillé en hématologie, j'ai fait des greffes, des DLI, là, on a donné des CAR-T-cells, puis ça a quand même des conséquences sur les patients. C'est que je me demandais s'il y avait des effets secondaires. Alors, les conséquences, à l'heure actuelle, c'est essentiellement les conséquences de la chimiothérapie qu'on donne en pratique. Il n'y en a pas d'autres. Je vous dirais que une des conséquences antérieures du problème de la thérapie génique, c'était le risque de leucémie. Ce risque, il a l'air d'être quasiment nul maintenant, en tout cas. Donc, je vous parle à l'heure actuelle, mais c'est vrai que sur les premiers patients qui ont été traités avec les nouvelles versions de vecteurs, ils ont été traités vers 2010 globalement, et puis là on est à 13 ans et on n'a toujours pas d'événements indésirables en tout cas sur ces patients-là. Donc c'est assez rassurant, mais ces patients vont quand même rester suivis toute leur vie, vont avoir suivi toute leur vie, et on saura, je pense, vraiment les complications éventuelles que dans encore une dizaine, vingtaine d'années, malheureusement. Mais un peu comme pour la greffe, quand elle fonctionne, on est content, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été greffés d'une certaine manière, en fait, avec des maladies immunologiques. Et quand on les suit maintenant à l'âge adulte, ils vont avoir des complications auto-immunes parce qu'ils n'ont pas été conditionnés, parce que le type de greffon qu'on a utilisé n'était pas le bon. Donc je vous dis, on apprend toujours de ce type de traitement. On pallie à un problème qui est le risque vital, immédiat, mais le recul vrai, on l'a plusieurs années après. C'est toute la difficulté de ce traitement et le fait de devoir le réserver aux personnes qui en ont vraiment besoin, donc qui sont à risque vital.
À l'heure actuelle, ça reste, c'est envisageable, mais pour l'instant, c'est resté une contre-indication. En fait, on ne pouvait pas être inclus dans un protocole de traitement si on avait déjà eu un traitement de thérapie génique. Mais ça serait envisageable si on a un échec. Mais je vous dirais, si le traitement est accessible, je pense que dans certaines indications, je vous dirais par exemple pour le SCID Alix, je pense que si on n'a pas de donneur compatible, le premier choix à l'heure actuelle, ça reste encore la thérapie génique. C'est la meilleure indication. On aura tendance à proposer ce traitement s'il est disponible en premier lieu, plutôt qu'une greffe avec quelqu'un qui est moins compatible. Ouais. Au sein d'un protocole de recherche, non, mais si le traitement est accessible, c'est envisageable. Parce que les problèmes des protocoles, en fait, c'est qu'ils sont créés pour établir la faisabilité, l'efficacité, la sécurité. Donc, on va cibler des patients vraiment qui ont un profil très particulier. Donc, si vous prenez quelqu'un qui a déjà eu une greffe, il va peut-être avoir eu des complications liées à la greffe, au traitement de chimiothérapie. Et si vous faites la thérapie génique et qu'il développe une de ces complications, vous allez dire bah, c'est peut-être la thérapie génique ou c'est peut-être la greffe avant, vous n'allez pas savoir. Donc, c'est pour ça que les critères d'inclusion sont très, très, très clairs dans ces protocoles-là. Mais une fois que le traitement est passé ou reconnu par les agences de santé, vous pouvez envisager de le faire à n'importe qui à partir du moment où il rentre dans l'indication. Oui. C'est une question. Est-ce que la thérapie génique se pratique chez les enfants ou à l'âge d'adulte aussi elle peut être appliquée? Est-ce qu'il y a une différence au niveau aussi impact sur la réussite ou l'efficacité? Excellente question. En fait, dans les protocoles, dans les essais de traitement qui ont été faits, les deux populations ont été traitées. Par exemple, pour l'essai de thérapie génique sur la granulomatoseptique chronique, on a traité des enfants et des adultes. Et curieusement, ça marchait mieux chez les adultes que chez les enfants. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a une raison probablement. Même si les résultats sont loin d'être parfaits, ils sont encore moins bons, sont moins bons qu'en pratique qu'une greffe, en tout cas dans la thérapie de la granulomatoseptique chronique. Mais effectivement, il y a possibilité de traiter les adultes, et c'est pas quelque chose qui contre-indique justement le traitement. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Merci beaucoup. Merci bien.